Merci, cher Aurélie, pour ces paroles tellement gentilles. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut Louis Favoreux de m'avoir invité à Aix. C'est pour moi une grande émotion de me retrouver là où j'étais il y a 50 ans, puisque j'étais étudiante à Aix-en-Provence. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y a plus la roseraie. Mais elle est en voie de reconstitution. Chers collègues, chers étudiants, je vais vous parler aujourd'hui, comme a dit Aurélie, d'un grand classique, l'arrêt Marguerite contre Madison. Dans un livre consacré à la Cour suprême, le président William Rehnquist a dit qu'il n'était pas nécessaire de connaître beaucoup d'arrêts pour comprendre le rôle de la Cour suprême et l'importance qu'elle a tenue dans l'histoire de notre nation. Mais il y a une affaire qu'il faut absolument comprendre pour bien mesurer l'importance de la Cour suprême, c'est l'arrêt Marguerite contre Madison. Rien ne me semble plus juste. Non seulement parce que cet arrêt nous apprend beaucoup sur la Cour suprême et le pouvoir judiciaire aux États-Unis, mais encore parce que sa relecture nous renvoie une image inversée de notre propre système juridique. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer. William Marbury était un homme d'affaires prospère qui, lors des élections de 1800, s'était engagé pour la réélection du président Adams. Celui-ci ne fut pas réélu et le 4 mars 1801, le républicain Thomas Jefferson lui succéda. Une semaine avant de quitter ses fonctions, Adams désigna Marbury pour occuper les fonctions de juge de paix dans l'une des deux cours du comté du district de Washington que le Congrès venait juste de créer, dans le district de Columbia. Le temps était compté. Le Sénat confirma le candidat désigné, le président signa l'acte qui affectait Marbury à la cour du comté d'Alexandria, et l'acte fut transmis dans les tout derniers jours de la présidence Adams au secrétaire d'État John Marshall pour être notifié à son bénéficiaire. John Marshall donna l'instruction, mais la procédure ne fut pas suivie de près et l'acte qui affectait Marbury resta en souffrance avec une quarantaine d'autres nominations quand expira le mandat du président Adams. Lorsqu'il prit ses fonctions, le président Jefferson trouva tous ses actes en attente sur son bureau. Il y en avait beaucoup. Le président Adams avait nommé 42 personnes pour occuper les fonctions de juge dans le district de Columbia. Toutes ces nominations avaient été signées et revêtues du sceau officiel, mais elles n'avaient pas été envoyées à leur destinataire. Jefferson décida de faire envoyer 25 d'entre elles, mais de retenir les 17 autres parce qu'il considérait que les besoins du district de Columbia ne méritaient pas que 42 juges soient nommés dans ce district. Parmi les candidats
donc non retenues, les candidatures non retenues, il y avait celle de Marguerite et de 3 autres juges. Ils les réclamèrent, mais en vain, car l'administration garda le silence, et finalement, à la fin de l'année 1801, ils décidèrent de saisir la Cour suprême d'une demande d'injonction tendant à ce que Madison leur envoie leurs actes de nomination. Les autres juges, qui n'avaient pas été retenus, ne se joignirent point à eux, considérant que la modestie de l'office était disproportionnée par rapport au coût qu'on leur demandait, par rapport au coût du procès. Cette affaire était très simple. En principe, la Cour aurait dû immédiatement se déclarer incompétente et rayer l'affaire du roi. Marguerite l'avait saisie en première instance, alors qu'elle est une juridiction d'attribution, dont les compétences sont strictement définies par la Constitution, et qu'elle n'entend en premier ressort que des États ou des agents de puissances étrangères, c'est-à-dire des ambassadeurs, des ministres publics et des consuls. Mais la Cour fit comme si elle était compétente. Elle voyagea autour de l'affaire, comme devait l'écrire Jefferson à la fin de sa vie. Elle demanda au secrétaire d'État d'expliquer les raisons de son abstention. Madison refusa de répondre. Et la Cour n'entendit point les arguments républicains. Il y en avait pourtant, et de très solides. Les arguments des républicains avaient été présentés au Congrès l'année précédente, lors d'une discussion sur un projet de loi relatif à l'organisation judiciaire qui supprimait les cours d'appel qui avaient été créés par les fédéralistes et qui rétablissait l'obligation pour les juges de la Cour suprême de siéger dans les cours de circuit. Pour Jefferson, qui incarnait la position des républicains, la séparation des pouvoirs commande l'indépendance réciproque de chaque organe ou branche du gouvernement. C'est la position de Bergasse devant l'Assemblée nationale en 1789. Et dans le cas d'espèce, elle interdisait à la Cour de se saisir de la demande de Marguerite. Et il expliquait ainsi les raisons. Il disait: en matière politique, quel que soit le gouvernement, tout pouvoir indépendant tend à être absolu. Pour prévenir ce risque, il faut que chaque pouvoir soit totalement indépendant des autres et qu'il ait un droit égal de décider pour lui-même ce que la Constitution lui commande de faire dans les affaires qui ressortent de sa compétence. Ainsi, poursuivait toujours Jefferson, dans l'affaire Marbury et Madison, des juges fédéraux prétendaient que des actes de nomination signés par le président et revêtus de son sceau étaient valables, bien que n'ayant pas été envoyés à leur destinataire. J'ai considéré que l'envoi de l'acte était un élément indispensable pour parfaire l'acte et que tant qu'il restait entre les mains d'une partie, il n'était pas complet, mais qu'il était seulement en voie de l'être. En conséquence, j'ai suspendu le renvoi. Les juges ne pouvaient pas prendre d'injonction contre le président ou la législature ou contre aucun
de leurs agents, la Constitution l'emportant sur la common law dans ces cas précis. Pour Marbury et son conseil, Charlie, l'affaire ne soulevait aucune difficulté constitutionnelle. Seul comptait la common law. Le demandeur avait le droit de rejoindre le poste sur lequel il avait été nommé. Et il avait utilisé la voie de droit que la procédure de common law offre à un plaideur contre les autorités publiques. Il avait sollicité une injonction, c'est-à-dire un ordre du juge adressé à l'autorité administrative qui l'a contraint de faire ou de ne pas faire quelque chose. La difficulté, pour autant qu'il y en ait une, ne tenait pas au principe de l'injonction, mais à son application au cas d'espèce. L'injonction était sollicitée contre un membre du cabinet placé directement sous les ordres du président, et la question se posait de savoir si la Cour disposait d'un pouvoir d'injonction contre l'exécutif en tant qu'autorité politique traditionnellement protégée par une immunité de juridiction d'exécution. L'affaire de l'injonction, comme on l'appelait, était délicate. Qu'allait faire Marshall? Allait-il affirmer la compétence de la Cour et prendre le risque que le nouveau président ignore son arrêt? Allait-il s'incliner et compromettre l'autorité de la Cour? John Marshall se sortit d'affaire par un raisonnement compliqué, articulé en 3 temps. Dans un premier temps, il décida que la Cour n'avait pas d'injonction quand l'exécution relevait, n'avait pas de pouvoir d'injonction quand l'exécution relevait de la discrétion de l'exécutif, lorsqu'il s'agissait de questions politiques, mais qu'il en allait différemment lorsqu'il s'agissait de questions administratives, comme d'exécuter un acte administratif, comme en l'espèce, où le secrétaire d'État était tenu d'envoyer une décision individuelle, la loi l'obligeant à agir dans un sens précis. Puis, dans un deuxième temps, il s'est demandé si la Cour suprême était bien la juridiction qui pouvait accorder l'injonction sollicitée. Constatant que ce pouvoir lui avait été attribué par une loi du Congrès sur ce point contraire à la Constitution, il aborda dans un troisième temps la question de savoir si une loi contraire à la Constitution pouvait devenir la loi du pays. Et il y répondit par la négative, exposant à cette occasion, et pour la première fois de manière aussi didactique, la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois. Les analyses ou exégèses qui ont été écrites sur ce texte sont innombrables, et il n'est pas question ici de prétendre ajouter quelque chose de neuf à une littérature gigantesque. Il s'agit seulement de revenir sur 4 lignes de cette ligne qui dispose: la volonté originaire et suprême organise le gouvernement et assigne leurs compétences respectives aux différents pouvoirs. Elle peut soit s'arrêter là, soit établir des limites que ces pouvoirs ne devront pas dépasser. Le gouvernement des États-Unis ressort de cette dernière catégorie. Fin de citation. À quelle constitution John Marshall pensait-il? Un point est certain. Il ne pouvait pas s'agir de constitution monarchique.
comme la Constitution d'Angleterre, qui n'émanait pas d'une volonté originelle et suprême, mais de l'histoire, de la coutume et des usages. Il ne pouvait s'agir que de constitutions républicaines. S'agissant de la seconde, on sait qu'il s'agissait de celle des États-Unis, puisqu'il le dit lui-même. Mais quelle était la première? L'existence de limites à ne pas dépasser n'était pas ignorée, mais elle était considérée comme incluse dans toute constitution républicaine, qui par hypothèse et par définition est l'expression d'une volonté originaire et suprême, la volonté du peuple, et dont le fonctionnement est sous le contrôle de cette volonté suprême par le mécanisme de l'élection, de sorte que, en régime républicain, le contrôle de l'excès de pouvoir législatif se fait en principe dans les urnes. Les deux sortes de constitutions qu'esquissait John Marshall étaient inhabituelles. En réalité, ces deux constitutions étaient un habillage de l'opposition entre les deux conceptions de la Constitution fédérale qui s'affrontaient depuis plus de 10 ans, celle des fédéralistes et celle des républicains. Le conflit était né en 1790 quand Alexander Hamilton, le secrétaire au Trésor, présenta son rapport sur le crédit public destiné à résorber la dette de la guerre d'indépendance. Hamilton proposa de faire racheter les dettes d'État et de particuliers par le gouvernement fédéral et de créer une énorme dette publique qui serait financée par le commerce, l'industrie, le négoce, la spéculation financière et une fiscalité composée d'excises, c'est-à-dire de droits indirects. Ce programme visait à faire des États-Unis un État fort, assis sur une fiscalité productive, bref, à leur donner les moyens d'être une grande puissance. Cette politique tournait le dos à l'État modeste que Jefferson et Madison avaient conçu pour unir une structure composée d'États occupés principalement dans l'agriculture, le ciment de la République vertueuse et démocratique, et qu'ils continuaient d'appeler une confédération d'États. La question politique fondamentale des États-Unis changea de nature. Au conflit entre fédéralistes et antifédéralistes se substitua la lutte entre fédéralistes et républicains. Chaque camp concevait la Constitution fédérale comme un acte émanant du peuple. Là où il y avait divergence, c'était sur les limites. Les fédéralistes plaçaient ces limites dans le pouvoir judiciaire, en particulier dans le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois. À l'instar d'Hamilton, ils étaient convaincus que pour tenir en respect la multitude, la majesté de l'autorité nationale doit se manifester par le moyen des cours de justice. La conception des républicains était moins aristocratique. Eux aussi voyaient la Constitution comme un acte émanant du peuple, séparant les pouvoirs et assorti de limites.
mais de limites politiques. Pour les républicains, c'était le suffrage populaire qui limitait les pouvoirs, dans la mesure où des élections régulières obligent les élus à revenir devant les électeurs pour répondre de leurs actes. Et Jefferson, à son retour de France, en 1790, avait vanté les mérites, les vertus du suffrage populaire, quand il avait déclaré « Il n'y a que la volonté de la majorité, loi naturelle de chaque société qui garantisse les droits de l'homme. Il convient de s'incliner devant la raison commune de la société, parce que s'il lui arrive de dévier, elle ne tarde pas à revenir dans le droit chemin. » Les fédéralistes n'avaient aucune confiance dans des élections régulières, même rapprochées, pour constituer des limites efficaces au pouvoir. Pour eux, le peuple était toujours une populace en puissance. Hamilton était convaincu de la folie et de la méchanceté des hommes et de la perversité de la nature humaine. Ce sont les termes mêmes qu'il emploie dans le fédéraliste. La vérité est que les fédéralistes étaient effrayés des événements que la Révolution française avait déclenchés. La première alarme avait été la révolte des esclaves à Saint-Domingue, le 22 août 1791, qui avait égorgé dans leur sommeil les Blancs, sans distinction de sexe ou d'âge. Puis étaient venus les massacres de septembre de 1792. Et les craintes des fédéralistes n'avaient cessé de grandir. Les craintes étaient d'autant plus vives que les idées de la Révolution, soutenues par Jefferson et le Parti républicain, avaient rencontré du succès parmi les classes populaires qui se sentaient proches des Français dans leur haine de la monarchie. Pour empêcher que les États-Unis ne soient entraînés dans la même tourmente, les fédéralistes comptaient sur le pouvoir judiciaire, parce que selon la tradition anglaise, le gouvernement fédéral ne disposait pas d'administration autre que judiciaire pour faire exécuter le droit. Les républicains voyaient les choses autrement. Avec Jefferson, ils pensaient qu'un gouvernement, certes, cause de l'agitation parmi le peuple, souvent turbulent, mais que, comparé à l'oppression qu'un gouvernement monarchique, ce gouvernement de loups sur des agneaux, disait Jefferson, ce n'était rien. Cette agitation, en réalité, était même utile, dans la mesure où elle contribuait à maintenir l'intérêt des citoyens pour les affaires de la cité, et qu'elle était un signe de vitalité en République. Donc, la distinction faite par John Marshall n'était pas imaginaire, mais c'était une distinction plus politique que juridique, qui correspondait à une opposition d'idées entre deux lectures de la Constitution fédérale. Apparue, on l'a dit, en 1790, à propos de la politique financière d'Hamilton, elle s'était aggravée lorsque l'opposition entre fédéralistes et républicains se radicalisa en 1792 sur la conduite à tenir vis-à-vis de la France. Contre Jefferson,
qui, en dépit des excès d'intérêt, a toujours refusé de condamner la France. Parce que la liberté du monde dépendait de l'issue de l'affrontement, disait-il. Les fédéralistes recommandaient une politique de neutralité dans la guerre qui s'engageait en Europe. L'opposition entre les deux camps avait dominé la présidence Adams et elle s'était retrouvée au centre des élections de 1800, dont l'enjeu avait porté sur la question de savoir quelle constitution le peuple souhaitait. La constitution des fédéralistes ou celle des républicains. Le verdict des urnes avait été sans appel. Les républicains avaient gagné, de telle sorte que Jefferson allait pouvoir mettre en œuvre la révolution de 1800, comme il disait, qu'il avait annoncée, et qui consistait à réduire l'immense influence que les fédéralistes avaient donnée au pouvoir judiciaire et à revenir aux principes majoritaires. Pour empêcher que les idées de la Révolution française ne gagnent les États-Unis, les fédéralistes suivirent les conseils d'Edmund Burke, qui avait blâmé les révolutionnaires français d'avoir détruit les parlements d'Ancien Régime. Ils rappelèrent la tradition de common law, qui faisait des cours de justice le plus sûr des asiles contre toutes les révolutions de la mode et de l'opinion. Le pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois, le pouvoir du Judicial Review, était bien connu aux États-Unis à l'époque. Hérité d'Angleterre, où il s'était éteint après la glorieuse Révolution, il était resté vivace outre-Atlantique parce que les juges d'État y avaient vu un moyen de perpétuer la suprématie du droit fondamental qui protégeait les droits des Anglais, auxquels ils étaient très attachés. Et par ailleurs, l'institution du Judicial Review avait été utilisée à la Convention de Philadelphie pour garantir la suprématie du droit fédéral sur les lois d'État. Mais la Constitution ne l'avait pas retenue vis-à-vis des lois du Congrès. John Marshall a cru devoir combler la lacune. Combler le vide. Il a greffé, ou si vous préférez cousu, le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois du Congrès sur une constitution qui n'en parlait pas. Ce fut son chef-d'œuvre. La manière dont il s'y est pris mérite une attention soutenue. Le Conseil de Marbury faisait valoir que la Constitution avait fait de la Cour une Cour suprême, et qu'à ce titre, comme la Cour du roi du Ban en Angleterre, disait-il, du seul chef de sa suprématie, elle supervise les tribunaux inférieurs et les officiers fédéraux, qu'ils soient judiciaires ou administratifs. John Marshall s'est bien gardé de disserter sur les conséquences sémantiques que le qualificatif de Cour suprême emporte. Il ne s'est pas demandé si la Cour était suprême et si elle avait ou non un pouvoir d'injonction contre
l'exécutif, il s'est demandé si le demandeur avait un droit. Il a renversé les données du problème. Il n'est pas parti du général pour aller au particulier. Il a fait l'inverse. Le point de départ de son raisonnement fut la situation concrète de Marbury. Parce que c'est la démarche naturelle et instinctive en termes de common law pour aborder un problème juridique. La première et la plus importante fin du droit, disait Blackstone, étant de maintenir et de réglementer les droits absolus de l'individu. Fin de citation. À cette situation individuelle, John Marshall a appliqué les principes invoqués par l'avocat de Marbury, en prenant soin de relever qu'ils avaient été présentés avec beaucoup de compétences à la barre, mais qu'il allait les utiliser dans un ordre différent. Il a fait valoir que M. Marbury était nommé à partir du moment où son acte d'affectation avait été signé par le président et que le secrétaire d'État y avait apposé le sceau des États-Unis. Autrement dit, l'acte avait créé des droits à la signature. Marbury avait un droit véritable. Dès lors qu'il avait un droit, John Marshall s'est demandé si les lois de ce pays offraient à Marbury une voie de recours au cas où ses droits viendraient à être violés. Pour trouver la réponse, il n'a pas ouvert la Constitution. Il n'est pas allé directement au texte. Il a utilisé les principes invoqués par l'avocat. Il a convoqué le bon sens, tout d'abord, qui oblige à dire que s'il n'y avait pas de recours, le pays ne serait pas digne d'être appelé à un gouvernement de loi, ce ne serait qu'un gouvernement d'hommes. Puis, il en a appelé à Blackstone et à ses commentaires sur les lois d'Angleterre. Il a rappelé les usages anglais qui, aussi loin qu'on puisse remonter, ont toujours ratifié le principe qui veut que là où un droit acquis est violé, il doit y avoir une voie de droit pour le recouvrer. Soulignant que lorsque ce n'était pas le cas, lorsqu'il advenait que cette voie de droit ne pouvait pas être donnée par les cours ecclésiastiques, les cours militaires ou les cours d'amirauté, elle devait être donnée par les cours de common law. Selon le principe établi par les lois d'Angleterre, qui veut qu'à chaque droit violé corresponde un recours en justice, et que chaque dommage soit redressé par une réparation adéquate. Et il a ajouté que même le roi ne manquait jamais de répondre à une pétition. Et c'est seulement une fois tous ces principes rappelés que le savant président s'est enfin tourné vers le texte de la Constitution pour savoir si la Cour suprême était bien la juridiction qu'il pouvait connaître de la demande de Marbury. Comme on l'a dit, il a répondu par la négative, au motif qu'au terme de l'article 3, section 2 de la Constitution, la Cour aurait pu examiner la demande si elle lui était venue en appel, mais que lui ayant été adressée en première instance, elle ne pouvait pas en connaître. En termes techniques, John Marshall a distingué entre compétence et recevabilité. Et il a rejeté la demande de Marbury plus pour irrecevabilité que pour incompétence.
En d'autres termes, John Marshall a fondé la compétence de la Cour sur la common law. En fondant la compétence de la Cour sur la common law, autrement dit, sur des principes toujours suivis depuis les temps anciens, on oserait à peine dire des principes éternels, John Marshall a rappelé que, comme toutes les juridictions de common law, la Cour suprême était l'intermédiaire naturel et obligé entre l'opprimé et le pouvoir oppresseur. L'apport le plus important de Marbury contre Madison est là. Dans ce simple fait, très simple, d'avoir fondé la compétence de la Cour pour connaître de la demande de Marbury, d'abord sur la common law, et de n'avoir utilisé le texte de la Constitution qu'à titre complémentaire, sinon subsidiaire. C'était laisser croire que la compétence de la Cour suprême était de droit commun, non d'attribution. C'était suggérer qu'en tant que cour de common law, et comme toutes les cours de common law, la Cour était là pour recevoir les conflits et leur apporter une solution, à moins qu'une disposition le lui interdise. Tous les différends, tous les litiges, tous les procès pouvaient virtuellement venir à elle, sauf si la Constitution l'emportait sur la common law dans un cas précis. À l'instar de celle-ci, la Constitution était posée sur la common law. Son interprétation, ou plutôt sa construction, était prédéterminée par un corps de lois coutumières découvertes ou révélées par les cours de justice, et elle devait trouver sa place dans l'ensemble du droit existant. Et de fait, historiquement, le droit constitutionnel des États-Unis s'est construit sur la common law. Ce qui ne signifie pas qu'il ait intégré ses règles de fond. La Cour suprême, d'ailleurs, a progressivement, au cours de son histoire, éliminé les règles de fond de la common law du droit constitutionnel des États-Unis. Le droit pénal, le droit civil, et puis beaucoup plus tard, toute la common law, qui a été transférée aux États en 1936 par un arrêt contre Erie Railroads contre Thompson. Mais là n'est pas l'important. Si le fond de la common law a dû céder devant les exigences de la démocratie, ses formes, ses structures élémentaires, pourrait-on dire, par rapport à sa manière d'aborder le conflit, habite le système tout entier. Le cadre de pensée qu'elle impose à l'esprit a survécu. En 1817, John McLean, juge à la Cour suprême de l'Ohio, qui rejoindra la Cour suprême fédérale en 1830, l'avait relevé. Et il en avait tiré les conséquences suivantes. Même si la common law était expressément entièrement abrogée par la loi, seul son nombre disparaîtrait. La vie et l'esprit de la common law survivraient. Il voyait si juste qu'en 1842, la Cour a ressuscité la vie de la common law en matière commerciale, pour finalement l'abandonner en 1936. En revanche, l'esprit de la common law est resté la marque de l'esprit juridique aux États-Unis. Le résultat,
et que celui-ci considère les choses habituellement de manière concrète, non de manière abstraite, qu'il met sa foi plus dans les expériences que dans les abstractions. C'est un cadre d'esprit qui préfère avancer prudemment sur la base de l'expérience, aller de ce cas-ci à ce cas-là, au cas suivant, comme la justice l'exige dans chaque affaire, plutôt que d'en revenir à des idées supposées universelles, en arrimant la Constitution à la common law. John Marshall a fait de la méthode de common law la méthode appropriée pour traiter toute question de constitutionnalité. Ce qui signifie que celle-ci doit être résolue en partant d'une situation concrète, non d'un énoncé général. Le cas du plaignant, devenant l'étoile polaire du raisonnement judiciaire, il doit être résolu en le comparant à d'autres. Donc, en priorité, à partir de précédents, et non à partir de textes. Ce fut un coup fatal porté au principe républicain, qui tient les textes votés par le peuple souverain pour seule source du droit et qui privilégie la méthode textuelle. Une fois que la Constitution fut fondée sur la common law, mais tout s'en est suivi. Parce qu'en tant que méthode qui façonne un cadre de pensée, la common law enseigne trois choses. La règle du précédent, le jugement par jury et la suprématie du droit. Parmi ces trois enseignements, le troisième est décisif pour comprendre le rôle des cours de droit et des juges dans ce système. Il s'est formé en Angleterre, au début du XVIIe siècle, à l'occasion de la résistance du grand juge anglais Sir Edward Coke contre les prétentions à l'absolutisme des Stuarts. C'est à ce moment-là qu'est née la doctrine selon laquelle le rôle des cours de common law est de s'interposer entre l'individu et toute action progressive du pouvoir. Adossée à la common law, la Cour suprême a pu sans difficulté affirmer son pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'exécutif. Car s'il y a bien un domaine où la common law entretient des idées précises, c'est sur les pouvoirs du juge de limiter l'exécutif. De même, elle a pu tout aussi sans difficulté affirmer son pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois qui, s'il n'existait pratiquement plus en Angleterre à l'époque, avait survécu aux États-Unis et avait été d'ailleurs déjà reconnu par la Cour suprême. Dans ces deux domaines, la Cour n'a fait que suivre les traditions de l'histoire et confirmer son autorité comme Cour de common law. À quoi tout ceci nous mène-t-il ? Tout simplement à ce constat qu'en faisant passer la common law avant la Constitution, Marbury contre Madison fut une décision profondément anti-française. Il ne faut ni s'en étonner ni s'en émouvoir. C'était inévitable. Les deux constitutions que John Marshall opposait étaient d'une part la constitution à l'anglaise, ancrée dans l'histoire et dans la common law, et d'autre part la constitution à la française, fondée
sur la raison émancipatrice et la volonté d'un peuple libre. À l'origine, comme beaucoup de ses compatriotes, John Marshall avait accueilli la Révolution avec sympathie. Mais il fut horrifié par la révolte des esclaves à Saint-Domingue, dont il releva plus tard dans la recension qu'il fit de la vie de George Washington, qu'il fallait voir dans ce drame, je le cite, « les fruits précoces et amers d'une philosophie maligne, qui, au mépris de l'état actuel du monde, sans la moindre considération pour les misères d'une vaste partie de la race humaine, peut froidement et délibérément appliquer au prix de torrents de sang des théories abstraites sous prétexte d'atteindre un bien commun jamais expérimenté. » Plus encore, il fustigea les révolutionnaires français pour avoir, je cite, conçu le projet fou et maudit de répandre leur doctrine d'égalité parmi des hommes qui sont séparés par des distinctions et des préjugés qui ne prendront fin que dans la tombe. Fin de citation. Il s'est mis à exécrer les idées d'égalité de la Révolution française et à détester Jefferson, qui défendait les principes révolutionnaires, les principes républicains qui en étaient le fondement. En rappelant l'antériorité séculaire de la common law sur toute constitution écrite, John Marshall a extirpé de la culture juridique américaine les deux plus grandes idées de la Révolution française, la théorie du pouvoir constituant et la théorie de la loi, expression de la volonté générale. La théorie du pouvoir constituant est rarement acceptée et difficilement compréhensible aux États-Unis. Non seulement parce que la Constitution est dite et actualisée en tant que de besoin par les juges, mais plus encore parce que la common law maintient à perpétuité l'idée de principes inscrits dans un droit plus haut, un droit éternel que les entreprises humaines ne peuvent pas altérer. Pareille idée est étrangère à la culture juridique française. En 1992, au cours d'une délibération, M. Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, l'a rappelé vertement à un membre de l'institution, M. Jean Cabane, ancien premier avocat général à la Cour de cassation, qui défendait l'existence de principes qui vont au-delà de la Constitution. Quoi ? Objecta M. Badinter. Il n'y a pas de noyau supra-constitutionnel, c'est un contresens. Dans la bouche d'un homme aussi éminent que vous diriez ça dans un colloque? C'est inouï d'entendre ça. Où voyez-vous des principes au-delà de la Constitution? M. Cabane avance. Nous ne sommes pas dans un colloque, mais il y a bien un droit au-delà du texte de la Constitution. Il existe des droits essentiels, intangibles. Le président Badinter répliqua. Mais bien sûr que non! C'est le constituant qui fixe ce qu'il souhaite. On peut tout réviser, tout. Le souverain, c'est le peuple. Il est libre, sous réserve de l'article 89 de la Constitution. Le constituant est maître de tout. Quant à la loi, expression de la volonté générale,
elle est tout aussi étrangère à la culture juridique américaine, qui n'admet pas que la minorité puisse être liée par la majorité si elle n'est pas d'accord. Mais comment pourrait-il en aller autrement? Dès lors que la common law ne souscrit pas et ne peut pas souscrire à l'idée d'un contrat social unissant les membres de la société, dans la mesure où elle ne raisonne pas à partir des intérêts communs qui unissent les hommes, mais à partir des droits de chacun, donc à partir de ce qui les sépare. La méthode de common law le commande, comme dans Marbury. Une question constitutionnelle ne peut venir et ne peut être qu'une affaire individuelle. Elle ne peut venir devant la Cour que sous la forme d'un différend concret qui concerne une situation particulière. Et la décision qui tranche le cas n'apporte de solution qu'à cette situation. Billet de train limité, valable pour un jour, et sur ce train seulement. À la fin de sa vie, John Adams a confié « Mon don de John Marshall au peuple des États-Unis est l'acte de ma vie dont je suis le plus fier. Il n'y en a pas d'autre auquel je pense avec plus de plaisir. J'ai donné à mon pays un juge égal à un Hall, à un Holt ou à un Mansfield. » Depuis, les Américains n'en finissent pas de se déchirer sur l'immense pouvoir judiciaire qu'ils ont donné à la Cour suprême et que John Marshall a consolidé et renforcé dans Marbury v. Madison grâce à la common law. Je vous remercie.